6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Alors, la jeunesse va mal ? Elle va mal et surtout, on échoue à la soigner. Déjà en 2019, la France faisait moins bien que ses voisins européens, avec 10% des 11-25 ans en souffrance psychique. Avec le Covid, on a assisté à un véritable plongeon. Les pensées suicidaires des 18-24 ans ont été multipliées par 2 et plus de 9% d'entre eux ont déclaré une tentative de suicide. 9%, c'est un chiffre grave, un signal d'alerte, car c'est bien au-dessus des 6,8% de la population générale. Un véritable renversement, alors que la jeunesse était habituellement plus épargnée. Et depuis, on ne s'en sort pas. Bonjour Marie-Rose Moreau. Bonjour. Vous êtes professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Cité, chef de service de la maison de Solène, la maison des adolescents de Cochin à Paris. Pourquoi le passage de l'adolescence à l'âge adulte est-il spécialement périlleux du point de vue psychique, Marie-Rose Moreau ? Alors, effectivement, ce passage est délicat et j'allais dire presque de plus en plus délicat, mais ça commence avant le passage, c'est-à-dire à partir de 14-15 ans, c'est toute cette période de 14-15 ans jusqu'à, disons, 21 ans, où effectivement, il faut se construire, il faut avoir des valeurs qui nous tiennent en vie, qui nous donnent envie d'agir sur le monde et de construire son propre destin. Et cette période-là de transformation, avec des transformations corporelles très importantes, des transformations psychologiques, des transformations même de mode de vie, de rapport au monde, c'est cette transformation-là qui est vulnérable et qui doit être accompagnée par les adultes, par la société, par les institutions telles que l'école, l'université, les lycées, etc. C'est toute cette transition-là. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le contenu des souffrances psychiques de ces adolescents et de ces jeunes gens ? Anxiété, dépression, pensée suicidaire, tentative de suicide. On imagine un grand continuum avec des différences d'intensité. Qu'en est-il réellement ? Oui, alors, il y a effectivement des expressions multiples de la souffrance. Il y a par exemple l'anxiété, l'inquiétude face à l'avenir, face à l'idée de la transformation. Et la dépression, les idées tristes, l'envie de mourir. Ce sont des choses différentes. Ce sont des modalités différentes, ou même par exemple les troubles du comportement alimentaire qui sont très en augmentation. Tout ça, ce sont des catégories diagnostiques différentes. Mais en réalité, il y a beaucoup de points de passage parce que en fait, c'est tout le développement, c'est toute l'organisation entre le corps et le fonctionnement psychique dont il faut d'ailleurs s'occuper en même temps. L'école est devenue un point de crispation important. On observe une augmentation des phobies scolaires. Comment l'expliquez-vous ? Alors oui, l'école est à la fois une caisse de résonance de toutes les souffrances des jeunes gens et en même temps, c'est aussi un lieu de souffrance, un lieu de blessure, d'estime de soi, par exemple. Et effectivement, nous avons ce triste privilège d'être un des pays au monde où les phobies, ce qu'on appelle les phobies scolaires, c'est-à-dire l'impossibilité d'aller à l'école, de se sentir heureux dans cet univers et de pouvoir s'épanouir, d'apprendre et de vivre. Effectivement, en France, nous avons non seulement un taux très élevé, proche de celui du Japon, mais qui en plus ne cesse d'augmenter. On parle d'épidémie, comme si l'école elle-même devenait non pas un lieu de structuration, mais un lieu de souffrance, un lieu de fragilisation. Et à quelle transformation de l'école on peut rapporter ces souffrances ? Alors, l'école, c'est fondamental à cet âge-là. C'est une des institutions structurantes. Et ce qui est aussi très structurant à l'école, c'est le fait qu'il y ait que les élèves puissent non seulement s'appuyer sur l'institution et sur les enseignants, mais aussi s'appuyer eux-mêmes entre eux, se soutenir, grandir ensemble, construire des liens. Ça, c'est extrêmement important, des liens sociaux. Et en ce moment, on constate que tout ce processus de socialisation et d'apprentissage scolaire est fragilisé. Il est fragilisé par le fait que l'école n'est plus un lieu de sécurité, que c'est pas un lieu réconfortant, que c'est pas un lieu où on a le sentiment de grandir et de
de grimper. Et donc, c'est un lieu qui fragilise individuellement les adolescents. Concrètement, vous voulez dire que, par exemple, la classe est un endroit sécurisant et que la réforme du baccalauréat qui a notamment complètement éclaté les classes, ça peut avoir un impact sur la souffrance des adolescents? Alors moi, je crois qu'effectivement, le fait que les enfants ne soient pas soutenus dans un groupe homogène et qui les rassemble, et oui, c'est quelque chose qui les fragilise. C'est-à-dire que l'école, c'est presque un lieu d'initiation pour les adolescents. C'est un lieu de transformation. Et il faut le faire par classe d'âge ensemble et pas effectivement dans des stratégies de séparation, de classement, de hiérarchie, d'attente démesurée, alors que globalement, ce qui est extrêmement important à l'école, c'est d'apprendre et de faire ensemble. Avant même la question du soin, se pose celle de l'accès aux soins. Dans son discours de politique générale, Gabriel Attal a annoncé l'ouverture d'une maison des adolescents par département. Vous qui êtes chef de service, Marie-Rose Moreau, à la maison des adolescents de l'hôpital Cochin, quelles sont les spécificités, les atouts de ces centres? Alors, oui, je crois, moi, que le concept de maison des adolescents, une par département, voire plus, parce qu'il y a des départements, pour la question de l'accès aux soins, il en faut plus, sans doute. Mais c'est l'idée qu'il y a des lieux ressources, des lieux spécifiques dédiés aux adolescents où on va mettre à leur service l'ensemble des disciplines nécessaires à leur bien-être et à leur santé. C'est un lieu où les adolescents, leur famille, mais aussi les professionnels qui s'occupent d'eux, doivent pouvoir venir pour évaluer et trouver un projet adapté pour chaque adolescent, sans trop attendre aussi, parce qu'il y a cette notion à l'adolescence, lorsque je suis désespérée, si je dois me mettre sur une liste d'attente et attendre 6 mois, entre-temps, mes idées noires, elles seront passées par des tas d'étapes et je serai dans quelque chose d'une souffrance structurée. Donc, lieu spécifique, lieu dédié, lieu aussi on expérimente des manières de faire. Par exemple, on sait que sur les idées noires, les idées de suicide, ce qui marche le mieux et ce qui évite aussi la récidive, parce que c'est extrêmement important d'éviter cette récidive, c'est d'abord de prendre très au sérieux ces idées noires et de faire des liens, de ne pas les laisser seules. Merci beaucoup Marie-Rose Moreau. On vous retrouve tous les soirs de la semaine à 20h dans La Voix Nue. Merci.